Aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire de Rita, qui s'intitule ainsi. J'ai appelé mes parents pour leur dire que mon mari était mort dans un accident et que j'étais à l'hôpital. Ils m'ont dit, nous ne viendrons pas, ta sœur organise une fête de promotion. Un mois plus tard, ils se sont présentés pour exiger la moitié d'1 million de dollars d'assurance. Eh bien, allons-y. Je m'appelle Rita et j'ai 29 ans. J'ai été mariée à mon mari Jack pendant 5 années extraordinaires. Nous nous sommes rencontrés à l'université, il étudiait l'ingénierie et je faisais de la comptabilité. Nous nous sommes mariés juste après avoir obtenu notre diplôme. Jack a trouvé un emploi dans une entreprise de construction et j'ai commencé à travailler dans un petit cabinet comptable au centre-ville. Nous avons acheté une jolie petite maison avec une clôture blanche. Oui, je sais que cela peut paraître ringard. Mais nous l'aimions. Jack passait tous les week-ends à réparer quelque chose ou à planter dans le jardin. Et elle était toujours couvert de terre ou de peinture, mais il était si heureux de le faire. Dernièrement, nous avons parlé d'avoir des enfants. Jack voulait vraiment être père. Il avait déjà choisi des prénoms et tout le reste. Rita, nous allons avoir les enfants les plus mignons, disait-il lorsque nous regardions la télévision. Ils auront ton intelligence, je l'espère, ma taille. Je n'étais pas très pressée, mais voir à quel point il était excité m'excitait aussi. Quoi qu'il en soit, le mois dernier, nous sommes allés rendre visite à Mike, l'ami de Jack à l'université, qui vivait à 2 heures de route. Mike venait d'avoir un bébé et Jack était très excité à l'idée de rencontrer l'enfant. Nous avons passé un bon moment. Jack a passé tout l'après-midi à tenir le bébé Tommy et à poser à Mike 1 million de questions sur le fait d'être père. Le retour s'est bien passé. Nous parlions d'une prochaine visite à Mike et Jack plaisantait sur le fait qu'il serait un meilleur père que Mike parce qu'il apprendrait à nos enfants à lancer un ballon de football correctement. Il avait plu très fort plus tôt dans la journée et les routes étaient encore humides, mais Jack était prudent. Nous étions presque arrivés à la maison quand nous avons pris un virage serré. Jack a ralenti comme il le faisait toujours. C'était un conducteur très prudent. Mais cette voiture a surgi de nulle part et s'est retrouvée sur notre voie. Jack a donné un grand coup de volant pour éviter une collision frontale. Je me souviens avoir crié. Je me souviens du bruit du métal contre le métal. L'autre voiture a percuté de plein fouet le côté de Jack. Tout est devenu fou après cela. Notre voiture s'est retournée et j'ai senti un tournoiement. Puis nous avons heurté quelque chose, j'ai appris plus tard que c'était un poteau téléphonique. Après cela, plus rien, juste du noir. Je me suis réveillée à l'hôpital 3 jours plus tard. J'avais mal partout. Ma tête battait la chamade et mon bras gauche était plâtré. Il y avait des bandages partout sur moi.et puis elle a raccroché, comme ça. J'ai regardé le téléphone pendant 10 minutes, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Mon mari était mort et mes parents étaient plus préoccupés par la fête de travail de ma sœur que par le fait de m'aider à l'enterrer. 1 heure plus tard, Dawn et Marie, les parents de Jack, sont arrivés avec sa sœur Linda. Je me suis toujours bien entendue avec la famille de Jack. Ils n'étaient pas du tout comme les miens, ils se souciaient vraiment les uns des autres. Nous avons tous pleuré ensemble lorsqu'ils sont entrés dans ma chambre d'hôpital. Dawn m'a serré dans ses bras avec précaution à cause de mes blessures et m'a dit, Rita, on va s'en sortir ensemble. Marie pleurait, mais elle m'a tenu la main et m'a dit, Jack t'aimait tellement. Et elle parlait de toi tout le temps. Linda m'a apporté quelques vêtements de la maison et m'a aidé à me laver les cheveux dans le lavabo de l'hôpital. Ne t'inquiète de rien, m'a-t-elle dit. Nous nous occuperons de l'organisation des funérailles. Concentrez-vous sur votre guérison. Je ne leur ai pas dit ce que mes parents avaient dit, j'étais trop gênée. Les parents de Jack, dévastés par la perte de leur fils, s'occupaient de tout alors que mes propres parents ne pouvaient pas se donner la peine de m'aider. Après leur départ, je suis restée allongée sur ce lit d'hôpital en pensant à ma famille. Emma avait toujours bénéficié d'un traitement de faveur, mais là, c'était différent. Il s'agissait de la mort de mon mari, et ils ont agi comme si c'était un inconvénient. Cette nuit-là, à l'hôpital, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser à ma famille et à la façon dont ils avaient toujours traité Emma différemment. Il ne s'agissait pas seulement d'un coup de téléphone, mais d'années et d'années d'ordures. Quand nous étions enfants, Emma avait toujours des problèmes à l'école. Elle séchait les cours, parlait au professeur, rendait ses devoirs en retard. Mais lorsque l'école appelait la maison, mes parents la défendaient. Emma s'ennuie parce que le travail est trop facile, disait ma mère.
Les professeurs ne comprennent pas son esprit créatif. Pendant ce temps, je recevais des prix d'assiduité parfaite et des certificats de tableau d'honneur. Lorsque je les ramenais à la maison, mon père se contentait de dire bon travail, et de les afficher sur le réfrigérateur pendant une semaine avant qu'ils ne soient ensevelis sous les listes de courses et les menus à emporter. À U lycée, Emma réussissait à peine ses cours alors que je suivais tous les cours d'AP. Lorsque les demandes d'inscription à l'université sont arrivées, mes parents ont engagé un conseiller privé pour Emma afin de l'aider à entrer dans les écoles. Pour moi, Rita est intelligente. Elle se débrouillera toute seule. Emma s'est retrouvée dans une université privée très chère que mes parents ont entièrement payée. Je suis entrée dans une meilleure école avec une bourse complète, mais ils ont agi comme si Emma était la plus grande réussite parce que son école avait du caractère ou quoi que ce soit d'autre. Lorsqu'Emma a abandonné ses études en première année pour se trouver elle-même, mes parents ont soutenu sa décision et l'ont laissée vivre à la maison sans payer de loyer pendant 2 ans. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme avec mention et que j'ai décroché mon premier emploi, ils m'ont demandé quand je déménagerais parce qu'ils voulaient transformer ma chambre en espace de bricolage pour Emma. Même à mon mariage, tout tournait autour d'Emma. Elle est arrivée en retard à la cérémonie parce qu'elle avait une mauvaise journée capillaire. Pendant la réception, elle s'est saoulée et a porté un long toast pour dire qu'elle était fière que j'ai enfin trouvé quelqu'un qui puisse me supporter. Jack était furieux, mais je lui ai dit de laisser tomber parce que ma famille était comme ça. Le pire, c'est qu'il trouvait toujours des excuses à son comportement. Quand Emma a été renvoyée de ses 3 premiers emplois, c'était parce que ses patrons n'appréciaient pas ses idées novatrices. Lorsqu'elle a accidenté la voiture de son père en envoyant des SMS au volant, c'est parce que l'autre conducteur aurait dû être plus prudent. Lorsqu'elle a épuisé 2 cartes de crédit pour acheter des vêtements et des soins de spa, c'est parce qu'elle méritait de se faire plaisir après tout son dur labeur. Et maintenant, alors que j'avais le plus besoin d'eux, ils étaient trop occupés à fêter la promotion d'Emma pour m'aider à enterrer mon mari. Les jours suivants à l'hôpital se sont déroulés dans le flou. La famille de Jack est venue me rendre visite tous les jours. Ils m'apportaient de la nourriture, des magazines et des informations sur l'organisation des funérailles. Dawn et Marie s'occupaient de tout, du funérarium, de l'église, des fleurs, de la réception. Linda m'a aidé à choisir des vêtements pour les funérailles, car je ne pouvais pas faire les magasins moi-même. Elle m'a même apporté du maquillage et m'a proposé de me coiffer. Jack voudrait que tu sois belle, m'a-t-elle dit. Il se vantait toujours de la beauté de sa femme. 3 jours avant les funérailles, j'ai décidé de donner une dernière chance à ma famille. J'ai envoyé un SMS à ma mère avec tous les détails, la date, l'heure, le lieu, tout. J'ai écrit. L'enterrement de Jack aura lieu jeudi à 14 h à l'église Sainte-Marie sur Oak Street. J'espère vraiment que tu pourras être là. J'ai besoin de ma famille. La réponse est arrivée 2 heures plus tard. Rita, nous partons demain pour le voyage bonus d'Emma. Elle nous a réservé une semaine au Mexique avec sa prime de promotion. On ne peut pas l'annuler maintenant. Emma a travaillé si dur pour cela et elle mérite de le fêter. Désolée de manquer ça. Un voyage au Mexique pendant que j'enterrais mon mari. J'ai immédiatement appelé Emma. Elle a répondu dès la première sonnerie, l'air joyeux et excité. Rita, maman m'a dit pour Jack, c'est tellement triste. Mais devine quoi? J'emmène tout le monde à Cancun. Mon entreprise m'a donné un énorme bonus et je voulais faire quelque chose de spécial pour la famille. Emma, l'enterrement de Jack est jeudi. Tu ne peux pas reporter le voyage de quelques jours? Sa voix s'est immédiatement refroidie. Rita, je ne changerai pas mes plans. Les gens meurent tout le temps, c'est la vie. Mais je n'ai pas souvent de promotion et je veux fêter ça avec papa et maman. Ils sont si fiers de moi. Emma, c'est de mon mari qu'il s'agit, ton beau-frère. Écoute, je connaissais à peine Jack de toute façon. Et ce n'est pas comme si le fait de reporter notre voyage allait le ramener d'entre les morts. Arrête de dramatiser. Je lui ai raccroché au nez. J'ai jeté mon téléphone à travers la chambre d'hôpital et il a heurté le mur. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris que ma famille ne se souciait pas du tout de moi. Elle ne s'est jamais souciée de moi. Je n'étais qu'une personne qui existait pour qu'ils se sentent mieux dans leur peau par comparaison. Bon résultat scolaire, emploi stable, mariage heureux, j'étais la personne responsable pour qu'ils puissent excuser le comportement d'Emma. Mais quand j'ai eu besoin d'eux, quand mon monde s'est effondré, ils n'ont même pas fait semblant de s'en soucier. Les funérailles ont eu lieu un jeudi matin pluvieux.
L'hôpital m'a donné un fauteuil roulant parce que je ne pouvais toujours pas marcher très bien. La famille de Jake est venue me chercher et m'a conduite à l'église. Mariès était bondée de monde, les collègues de Jake, nos amis, nos voisins, la famille élargie. Tout le monde aimait Jake. C'était le genre de personne qui se souvenait de votre anniversaire et qui vous aidait à déplacer des meubles sans qu'on le lui demande. Je n'arrêtais pas de regarder vers le fond de l'église, espérant que mes parents avaient peut-être changé d'avis et qu'ils viendraient quand même. Mais ils ne sont jamais venus. Après la cérémonie, au cimetière, Linda m'a emmené près du cercueil. Dawn et Marie se tenaient de chaque côté de moi tandis qu'elle descendait Jake dans le sol. C'est alors que Linda a demandé à voix basse, « Rita, où est ta famille ? Nous pensions qu'ils seraient là. » Je devais leur dire la vérité. Ils sont partis en vacances au Mexique. Emma a été promue et il ne voulait pas manquer son voyage de célébration. Dawn et Marie se sont regardés. Linda a secoué la tête et a dit, « Rita, chérie, ta famille a toujours été un peu étrange, mais là, c'est vraiment pas normal. » Après les funérailles, j'ai passé une semaine de plus à l'hôpital pour me remettre. Les médecins voulaient s'assurer que ma commotion cérébrale guérissait correctement et que je pouvais marcher sans tomber. La famille de Jake m'a rendu visite tous les jours. Ils m'ont apporté des livres, m'ont aidé à faire des exercices de kinésithérapie et se sont simplement assis avec moi lorsque je ne voulais pas parler. Lorsque j'ai finalement reçu mon congé, Dawn et Marie m'ont raccompagné chez moi. Entrer dans notre maison sans Jake a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Tout était exactement comme nous l'avions laissé avant d'aller rendre visite à Mike. La tasse de café de Jake était encore dans l'évier. Ses bottes de travail étaient près de la porte d'entrée. Il y avait encore des notes sur le réfrigérateur, écrites de sa main, sur les choses que nous devions acheter à l'épicerie. Linda m'a aidé à passer en revue les vêtements et les affaires personnelles de Jake. Nous en avons donné la plupart, mais j'ai gardé sa chemise en flanelle préférée et son alliance. Dawn m'a aidé à gérer toute la paperasserie, les demandes d'assurance, le changement de compte de joint à simple, toutes ces choses ennuyeuses auxquelles personne ne vous prépare lorsque votre conjoint décède. Le plus grand choc a eu lieu lorsque j'ai rencontré l'avocat de Jake, Monsieur Davison. C'était un homme d'un certain âge qui avait aidé Jake à rédiger nos testaments et à s'occuper de l'achat de la maison. Je m'attendais à une petite police d'assurance vie et à la moitié du compte d'épargne de Jake. Madame Peterson, dit Monsieur Davison en étalant des documents sur son bureau, votre mari a été très minutieux dans sa planification successorale. Vous héritez de tout, de la maison, des comptes d'épargne, de ses fonds de retraite, de tout. Je m'attendais à cette partie, mais il a continué à parler. En outre, votre mari avait souscrit une assurance vie importante auprès de son employeur, qu'il a augmentée à plusieurs reprises au fil des ans. La valeur actuelle est d'1 million de dollars, et vous êtes la seule bénéficiaire. J'ai failli tomber de ma chaise. 1 million de dollars ? Vous êtes sérieux ? Oui, madame. Votre mari tenait beaucoup à ce que vous soyez financièrement à l'abri s'il lui arrivait quelque chose. Il a également souscrit une petite police d'assurance d'une valeur de 50 000 dollars qui couvrira les frais d'obsèques. Je suis sorti du bureau de l'avocat complètement choqué. Jake n'avait jamais mentionné le montant exact de son assurance vie. Je savais qu'il en avait une par le biais de son travail, mais 1 million de dollars ? C'était plus d'argent que je n'aurais jamais imaginé avoir. Mais vous savez quoi ? J'aurais donné chaque centime pour retrouver Jake. L'argent ne signifie rien lorsque la personne que vous aimez le plus est partie. J'ai pris 2 autres semaines de congé pour me remettre les idées en place, puis je suis retourné au cabinet comptable. Mon patron a été très compréhensif et m'a laissé reprendre le travail lentement. En fait, le travail m'a aidé parce qu'il m'a permis de me concentrer sur autre chose que la maison vide et le calme qui régnait sans Jake. Pendant environ 1 mois, tout a été paisible. J'étais en deuil, mais je commençais à comprendre comment vivre seul. La famille de Jake prenait régulièrement de mes nouvelles. Je voyais un conseiller en matière de deuil. Je prenais les choses au jour le jour. Puis, un samedi après-midi, tout a changé. J'étais assise dans le salon en train de lire lorsque j'ai entendu des voitures s'arrêter dans mon allée. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu mes parents s'asseoir et le 4x4 d'Emma. Mon estomac s'est immédiatement retourné. Ils ont frappé à la porte et je les ai fait entrer. « Rita, ma chérie, » dit ma mère en me serrant faussement dans ses bras, « comment vas-tu ? On s'est beaucoup inquiété pour toi. » Mon père regardait la maison avec une expression bizarre, comme s'il la voyait pour la première fois.
Emma faisait la même chose. Elle se promenait et touchait des objets. Elle a pris l'un des prix de photographie de Jack et a dit, « Eh bien, cette maison est vraiment belle. Tu as de la chance d'avoir tout cet espace. »« Qu'est-ce que tu veux ?» ai-je demandé. Je n'ai pas pris la peine d'être poli. Ma mère s'est assise sur le canapé et a rembourré le coussin à côté d'elle. « On ne peut pas rendre visite à notre fille ? Nous voulions prendre de tes nouvelles et voir comment tu fais face à ta perte. »« Ma perte ?» Je l'ai regardé fixement. « Tu veux dire la mort de Jack ? L'enterrement que tu as manqué pour aller au Mexique ? » Ils se sont tous tus pendant une seconde. Puis Emma a pris la parole. « Rita, nous étions sous le choc de la mort de Jack. Nous ne savions pas comment réagir. C'est pourquoi nous avons fait ce voyage. Nous avions besoin de temps pour tout assimiler. C'est de la foutaise, ai-je pensé, et nous le savions tous. Qu'est-ce que tu veux vraiment ? J'ai reposé la question. Mes parents se sont regardés, puis ma mère s'est éclairci la gorge. Eh bien, Rita, les Johnson nous ont dit que tu avais reçu une grosse somme d'argent de l'assurance suite à la mort de Jack. Les Johnson étaient des amis de la famille qui vivaient en bas de la rue de mes parents. J'avais parlé de l'assurance à Madame Johnson lorsqu'elle m'avait appelé pour prendre de mes nouvelles. Nous avons pensé, poursuit ma mère, que vous pourriez peut-être aider Emma. Elle a cherché des appartements et elle a besoin d'argent pour un acompte. Elle a besoin de la moitié de cette somme pour acheter un très bel appartement. La moitié d'1 million de dollars. Elle voulait la moitié de l'assurance vie du mari de mon père pour s'acheter un appartement. Mon père a finalement pris la parole. Rita. Emma a travaillé très dur pour obtenir sa promotion. Elle mérite d'avoir un bel endroit où vivre. Et tu as plus qu'assez d'argent pour vous deux. J'ai regardé ces trois personnes assises dans mon salon, le salon où Jack et moi avions planifié notre avenir, où nous avions parlé d'avoir des enfants, où je m'asseyais seule tous les soirs, et j'ai réalisé que je ne les connaissais pas du tout. Je me suis rendu compte que je ne les connaissais pas du tout. Rita, ne sois pas égoïste, a dit ma mère. Emma est ta sœur. Sors de chez moi, ai-je crié. Elles se sont toutes levées d'un bond. Emma a pris son sac à main et a dit, Rita, tu es complètement déraisonnable. Nous sommes une famille et la famille s'entraide. Où était ma famille quand j'ai eu besoin d'aide pour organiser les funérailles de Jack ? J'ai demandé. Où était ma famille quand j'étais à l'hôpital ? Tu ne t'intéresses à moi que maintenant parce que tu penses que j'ai de l'argent que tu peux prendre. Après leur départ ? Je me suis assise sur mon canapé et j'ai pleuré pendant 2 heures d'affilée. Non pas parce que j'étais triste, mais parce que j'étais tellement en colère que je ne savais pas quoi faire d'autre. Je pensais qu'une confrontation mettrait fin à tout cela. Je pensais que ma famille serait gênée et me laisserait tranquille, mais je me trompais. Les appels téléphoniques ont commencé le lendemain. Ma mère a appelé 6 fois avant que je ne réponde enfin. Rita, il faut qu'on en parle rationnellement, dit-elle. Emma a vraiment besoin de cet argent et tu t'entêtes. Je lui ai raccroché au nez, puis Emma a appelé. Rita, je ne peux pas croire que tu agisses comme ça. Je suis ta sœur et je ne t'ai jamais rien demandé auparavant. Emma m'avait emprunté de l'argent un nombre incalculable de fois au fil des ans et ne l'avait jamais remboursé. Je lui ai aussi raccroché au nez. Puis mon père a appelé et a laissé un long message vocal disant à quel point il était déçu du comportement égoïste de Mike et que Jack aurait honte de la façon dont je traitais ma famille. Ce message m'a tellement énervé que j'ai bloqué tous leurs numéros de téléphone. Mais ils n'ont pas abandonné. Ils ont commencé à m'envoyer des SMS depuis les téléphones d'autres personnes. Ma tante Linda, qui n'est pas la sœur de Jack, mais celle de mon père, m'a envoyé des messages me disant que je devrais reconsidérer ma position et réfléchir à ce qui est vraiment important. Comme je n'ai répondu à aucun de ces messages, ma mère a décidé de rendre les choses publiques. Elle a publié sur Facebook une longue histoire de tristesse sur le fait que sa fille avait gagné de l'argent mais refusait d'aider sa famille dans les moments difficiles. Elle n'a pas mentionné la mort de Jack, ni les funérailles qu'ils avaient manquées, ni la raison pour laquelle j'avais reçu l'argent en premier lieu. Elle a juste donné l'impression que j'avais gagné à la loterie et que j'étais avide. C'est tellement dur quand votre propre enfant tourne le dos à sa famille, a-t-elle écrit. Nous avons élevé Rita pour qu'elle soit meilleure que cela, mais le chagrin peut pousser les gens à faire des choses terribles. Merci de prier pour notre famille pendant cette période difficile. Les commentaires ont commencé à affluer. Mes cousins, des amis de la famille, des membres de l'église de mes parents,
Tous disaient à quel point j'étais déçue et que je devais faire ce qu'il fallait et aider Emma. J'ai regardé cela pendant 2 jours, de plus en colère. Finalement, je n'en pouvais plus. J'ai écrit mon propre message sur Facebook. J'ai tout expliqué, comment mes parents avaient refusé de participer aux funérailles de Jake, comment ils étaient partis au Mexique au lieu d'être là pour moi. Comment ils ne m'avaient contacté que lorsqu'ils avaient appris l'existence de l'argent de l'assurance, et comment ils avaient exigé la moitié de cet argent pour l'appartement d'Emma. J'ai inclus des captures d'écran de messages textuels dans lesquels ma mère disait qu'elle était trop occupée pour l'enterrement de Jake et où Emma disait que les gens mouraient tout le temps et que ce n'était pas une raison pour renoncer aux petites joies. J'ai posté des captures d'écran de messages vocaux où l'on me traitait d'égoïste parce que je ne donnais pas d'argent à Emma et des messages où l'on disait que Jake aurait honte de moi. Et la réaction a été immédiate et brutale, les gens étaient choqués. Les commentaires ont commencé à affluer, mais cette fois-ci, ils me défendaient. Je n'arrive pas à croire qu'ils aient laissé tomber les funérailles de votre mari pour des vacances. Demander $1 demi-million à une veuve en deuil? C'est dégoûtant. Votre famille devrait avoir honte. Tu ne leur dois rien, Rita, ils ont montré leur vrai visage. Le message original de ma mère a été supprimé assez rapidement, mais les captures d'écran du mien ont été partagées dans toute la ville. En l'espace d'une semaine, tout le monde savait exactement ce qui s'était passé. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un courriel de ma mère. Il ne s'agissait pas d'un appel ou d'un SMS, mais d'un courriel formel, comme si elle écrivait à une entreprise. Rita, ton attitude publique a mis notre famille dans l'embarras de façon irrémédiable. Ton père et moi sommes dégoûtés par ta cupidité et ta volonté d'étaler des affaires familiales privées sur les médias sociaux. À partir de maintenant, nous coupons tous les ponts avec toi. Vous n'êtes plus le bienvenu chez nous et nous ne vous contacterons plus. Nous espérons que vous êtes heureux d'avoir choisi de faire passer l'argent avant la famille. Ne nous attendez pas sur votre lit de mort. Mère. L'ironie était incroyable. Ils coupaient les ponts avec moi parce que j'accordais plus d'importance à l'argent qu'à la famille. C'était eux qui m'avaient contacté uniquement pour l'argent. Ce sont eux qui avaient manqué les funérailles de mon mari pour prendre des vacances. Mais vous savez quoi? Je me suis sentie soulagée. Pour la première fois de ma vie, je n'avais pas à m'inquiéter de les décevoir ou de ne pas être assez bien par rapport à Emma. J'étais libre. Pendant ce temps, la famille de Jake continuait d'être formidable. Quand je leur ai parlé du drame sur Facebook et de l'email, Marie a secoué la tête et m'a dit « Chérie, tu es mieux sans ce genre de personne dans ta vie. » C'est à ce moment-là que j'ai pris une décision qui me tenait à cœur. Pour Thanksgiving, j'ai invité la famille de Jake à dîner. J'ai préparé le repas préféré de Jake, une dinde accompagnée de la recette de farce de sa mère et d'un ragoût de haricots verts qu'il demandait toujours. Après le dîner, j'avais quelque chose d'important à leur dire. J'ai beaucoup pensé à l'argent de l'assurance vie de Jake, ai-je dit. Je sais que Jake voudrait que l'on prenne soin de sa famille. Je veux t'en donner la moitié, soit $500 000. Ils étaient tous choqués et Marie s'est mise à pleurer immédiatement. Rita, nous ne pouvons pas l'accepter cela, a dit Don. Cet argent est à toi. Jake voulait que tu l'aies. Jake approuverait absolument cela, ai-je dit. Il vous aimait tellement et il aurait voulu vous savoir à l'aise financièrement. Il a fallu les convaincre, mais ils ont finalement accepté. La semaine suivante, nous avons organisé le transfert par l'intermédiaire de l'avocat. C'était il y a 6 mois. Jake me manque encore tous les jours, mais j'apprends à être seule sans l'être. J'ai gardé mon travail parce que j'aime être occupée. Et je vois régulièrement mon conseiller en matière de deuil. Je vis tranquillement dans la maison que Jake et moi avons achetée ensemble. Je ne suis pas encore prête à sortir avec quelqu'un, peut-être un jour, mais pas maintenant. J'ai assez d'argent pour être à l'aise jusqu'à la fin de mes jours et, surtout, j'ai des gens qui se soucient vraiment de moi. Je n'ai pas eu de nouvelles de mes parents ou d'Emma depuis cet email. Parfois, je me demande si Emma a récupéré son appartement, mais honnêtement, je ne m'en soucie plus vraiment. La famille de Jake est devenue ma vraie famille. Nous dînons ensemble tous les dimanches et ils m'invitent à toutes leurs fêtes et célébrations. Linda m'appelle sa belle-sœur et le pense vraiment. Dawn et Marie me traitent comme leur propre fille, comme des parents devraient traiter leurs enfants. Je comprends enfin à quoi ressemble une vraie famille, et cela n'a rien à voir avec le sang.